Est-ce que Trump a la moindre chance de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué ? Oui, oui, je pense que oui. Tout d'abord parce qu'il est imprévisible. Secondo, parce qu'il vient avec Et ça, c'est un avantage. Dans ce cas-là, oui. Parce que les Israéliens et les Palestiniens sont habitués à une politique étrangère de la communauté internationale plus ou moins prévisible. De la part des Américains comme de la part des Européens. Là, il y a un homme d'affaires qui arrive. On l'a vu hier à Riyad. Moi, je viens parler business. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis ont des intérêts. Donc, si vous êtes dans la même ligne que les États-Unis, c'est-à-dire faire du business, vous avez un partenaire. Sinon, vous avez un problème. Et s'il vient dans cet état d'esprit en Israël et chez les Palestiniens, ça peut marcher. Il va leur dire, moi je reviens de Riyad, j'ai rencontré 50 chefs d'État de pays arabes et de pays musulmans. Ils sont prêts à reconnaître Israël. Ils sont prêts à faire du business avec Israël. En échange, Israël, vous devez reconnaître la volonté et le droit des Palestiniens à un État. Ça peut marcher. Alors avant d'évoquer en détail les positions de Trump et ce qu'il peut leur dire, on peut peut-être rappeler dans quel contexte il arrive aujourd'hui en Israël. Le processus de paix est au point mort depuis plus de 3 ans sans vraiment d'espoir d'éclaircie à court terme. Oui, et c'est son prédécesseur Obama qui s'était investi dans son premier mandat. Son ministre, son secrétaire d'État a fait un deal avec Israël. Vous allez libérer en 3 phases des Palestiniens. En échange, on reprend les négociations. La 3e phase de ce deal, de ce contrat avec les Américains, Israël et M. Netanyahu ne l'ont pas respecté. Et donc, le processus de paix est rentré dans un coma profond. Ça fait 4 ans que les gens ils se rencontrent pas, les choses ne se font pas, à part les sociétés civiles qui bougent. Et ça, c'est une bonne chose. Ça vient d'en bas, les Israéliens et les Palestiniens sont fatigués. 50 ans d'occupation, 50 ans de conflit, ils en veulent plus. Donc là, je crois qu'avec Donald Trump, la droite et l'extrême droite israélienne risquent d'être surprises parce qu'il va venir, il va leur dire... Oui, parce que pendant la campagne, notamment aux États-Unis, il semblait très proche des positions du gouvernement israélien. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui ? C'est beaucoup, beaucoup moins vrai. Il a promis pendant sa campagne électorale que l'ambassade américaine passera de Tel Aviv à Jérusalem. Là, son secrétaire d'État, son conseiller à la défense nationale, son porte-parole mettent beaucoup d'eau dans le vin en disant chaque chose en son temps. Il y a même ceux qui ont dit oui, pourquoi pas, l'ambassade américaine à Jérusalem-Ouest et... quand Jérusalem-Est sera la capitale du futur État palestinien. Donc l'extrême droite et les droites israéliennes qui étaient ravis de par son élection, là ils sont perplexes, je dirais même très inquiets, parce que les positions de la nouvelle administration, c'est pas celles qu'on en a entendues pendant la campagne électorale. Sur la colonisation aussi, il a soufflé le chaud et le froid. Absolument, il a demandé à Netanyahou lors de leur rencontre il y a 1 mois et demi à Washington de la retenue. Laisse-moi faire, il ne faut pas que tu me déranges. Si tu veux que je vienne et que j'essaie de vous régler avec mon beau-fils et qu'on va essayer de régler le problème du Moyen-Orient, il ne faut pas m'embêter non plus. Donc avec les colonies, tu mets un frein. Netanyahou a un sérieux problème avec sa propre coalition, puisqu'on entend des voix ces derniers jours de l'extrême droite israélienne qui fait partie de la coalition du Premier ministre Netanyahou, lui dire c'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'il nous a prémis. On a un petit problème maintenant avec la nouvelle administration américaine. Est-ce que c'est un petit problème ? Est-ce que c'est un gros problème ? Est-ce que Donald Trump aura vraiment les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire calmer le jeu au Moyen-Orient, avoir un deal clair et net qui va rapporter 350 milliards de dollars aux Américains ces prochaines années, avec le monde arabe et sunnite, clair et net contre le chiisme et contre l'Iran, et donc cette coalition-là, israélien et arabe sunnite, que Donald Trump est en train de vouloir créer dans la région. Mais au-delà des intentions de Trump, est-ce que la Maison-Blanche a vraiment un plan précis aujourd'hui, un nouveau plan précis pour résoudre ce conflit ? Vous savez, ce conflit existe depuis 100 ans. Et c'est les républicains qui ont fait venir pour la première fois en 1992, après la première guerre en Irak, les Israéliens et le monde arabe autour d'une même table à la conférence de Madrid. Ils sont essuie les accords dits d'Oslo qui ont été signés à Washington le 13 septembre 1993. Ils sont essuie des dizaines d'accords. Un processus qui dure depuis déjà 25 ans. Il y a
Plus rien à inventer. Il faut respecter le droit des Palestiniens à un État indépendant, à la dignité et à la liberté. Il faut respecter le droit des Israéliens à être reconnus par le monde arabe et musulman. Ces deux choses-là, Trump peut le faire. Il peut nous surprendre. J'espère qu'il ira dans cette direction. Vous parliez tout à l'heure des 350 milliards de dollars, cet accord conclu avec l'Arabie Saoudite. Ce discours aussi à Riyad, qu'est-ce qu'il nous dit selon vous, ce discours qu'il a prononcé hier, sur ses relations avec les pays arabes et sur ce conflit au Proche-Orient? Il leur dit, c'est la vieille politique américaine dans la région qui revient au galop. Ce que les républicains ont toujours su faire dans la région, je vais le refaire aussi. Nous, nos partenaires, c'est Israël, c'est le monde arabe et sunnite, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les pays du Golfe, c'est le régime militaire en Égypte, l'axe saoudien, égyptien, c'est l'axe principal dans le monde arabe. Pour nous, les Américains, on est d'accord avec vous. Le problème, c'est les chiites. Le problème, c'est l'Iran. On va vous aider à régler ce problème avec les Iraniens. Vous, les Saoudiens, vous voulez continuer à faire votre petite guerre au Yémen. Ça ne nous dérange pas. Notre objectif, c'est de nettoyer Daesh de la région. Vous allez nous aider. Nous, on va vous donner les moyens pour le faire. En échange, vous allez nous donner du business, du gros business, parce que moi, je veux créer des emplois aux États-Unis. C'est ce que j'ai promis à mon électorat et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Ça peut marcher. Ça a marché avec George Bush, le père, en 1992, quand il a ramené tous autour de la même table, après la première guerre en Irak, à Madrid. Et ça a donné l'impulsion à un processus de paix. Donc s'il est sérieux, si il n'a pas peur de prendre son ami Netanyahou par le cou cet après-midi et lui dire c'est fini les jeux, maintenant c'est du business, sinon moi je perds. Il peut nous surprendre. Un dernier mot rapidement, un déplacement en Israël, on le sait, c'est aussi une histoire de symboles très important. Les symboles, Trump sera le premier président en exercice américain en exercice à se rendre au mur des lamentations. Comment vous l'interprétez, cette visite? Tout d'abord, je ne suis pas sûr que c'est le premier. Je ne crois pas que c'est le premier. Mais encore en exercice, une fois, peut-être en exercice. Oui. Mais vous avez raison, on est dans le symbole. Il est à Riyad, quand même la capitale religieuse du monde arabo-musulman et des sunnites. C'est là qu'on fait le pèlerinage à la Mecque. Il va à Jérusalem au mur de la Lamentation. Demain, il est à Bethléem pour rencontrer le président palestinien Abbas. C'est l'église de la Nativité. Sa prochaine étape après Jérusalem et la Palestine, c'est le Vatican avec une rencontre avec le pape. Et puis ensuite, il va venir rencontrer ses amis. Les symboles vont compter pendant les symboles, oui. Et les symboles religieux. Merci beaucoup. Il met l'accent sur les symboles religieux.